Bonjour tout le monde et bienvenue sur le bar à prompt. Je suis Gauthier, votre hôte, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Emmanuelle Darle que j'avais découverte dans l'émission Toxin, notamment un épisode consacré à certains dangers associés à l'intelligence artificielle. Et donc Emmanuelle Darle est notamment l'auteur de IA Illusion d'avenir, les dangers de l'intelligence artificielle. Emmanuelle Darle est docteur en informatique, enseignante-chercheuse et plein d'autres choses. Emmanuelle, bonjour, comment ça va? Bonjour Gauthier, merci de m'accueillir dans ton podcast. Je suis Al très heureuse. Eh ben, formidable. Alors, est-ce que tu pourrais, pour les gens qui nous écoutent, nous rappeler un peu ton parcours et puis, bon, tant qu'à faire caser, comment tu en es venu à t'intéresser à l'intelligence artificielle? Alors moi, je suis docteur en informatique, donc j'ai fait ma thèse dans le domaine, dans un domaine qui n'a strictement rien à voir, qui s'appelle la synthèse d'images, l'informatique graphique, où j'ai étudié pendant très longtemps les méthodes d'approximation de la mécanique des fluides pour les appliquer au process de simulation basé physique pour les simulateurs, par exemple, marins. Donc voilà. Et puis après, j'ai été recrutée dans une université en France. Alors, je n'aime pas dire le nom de l'université parce que je pas, voilà, parce que mes activités personnelles n'ont rien, enfin voilà, sont décorrélées de mes activités professionnelles. Mais j'ai intégré, tant est-il, une équipe qui s'intéresse, qui est spécialisée en intelligence artificielle, notamment l'intelligence artificielle médicale, qui est un domaine extrêmement vivant et très dense. Et donc, en 2020, euh, j'ai rejoint le conseil scientifique indépendant formé autour donc de Louis Fouché et de Christian Perron, parce que j'avais une autre lecture des statistiques liées au Covid, par exemple au problème du confinement, au problème par exemple du masque chez les enfants, Ok. les effets délétères de ces masques, etc. Et puis, bien avant, j'ai été longtemps, voilà, je fais partie des Gilets jaunes. Je suis allée manifester pendant très longtemps à Paris. J'ai fait le 16 mars voilà, sur les Champs-Élysées avec le lot on va dire, de violences policières qu'on a bien connues durant cette période et qu'on connaît d'ailleurs bien encore. Et puis donc après donc pendant plusieurs années donc j'ai fait partie de ce CSI et j'avais l'envie d'écrire un ouvrage vraiment sur l'intelligence artificielle bien avant le Covid, parce que je suis également experte à la Commission européenne où j'expertise en fait des projets liés à l'intelligence artificielle. Ah, fort bien. Il paraissait vraiment urgent que finalement le citoyen se réempare finalement du débat et se saisisse également de toutes les questions éthiques qu'on nous met dans le débat public. Voilà. Ok, formidable. Alors, bah, allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Euh, Quelles sont les questions éthiques qui te semblent les plus cruciales, et pour le tout venant et pour les gens, on peut peut-être faire deux catégories, une pour le tout venant, c'est-à-dire les gens qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle autrement que un peu de chat GPT pour leur administratif au quotidien, et puis les gens qui font de l'IA, qui ont besoin d'IA orientée métier, c'est-à-dire les médecins qui ont une IA spécifique, les scientifiques, les juristes, voilà. On peut peut-être, si ça te va, on peut faire peut-être ce Oui, distinguo entre les deux. oui, tout à fait. Et je tiens d'abord, avant tout, à dire que mon discours, il n'est pas du tout technophobe. Mon discours est vraiment s'inscrit dans un cadre de vigilance active. Il est loin finalement d'une dystopie fataliste ou alors d'une utopie, on va dire, complètement qui pourrait être totalement délétère. Moi, j'ai pas de fascination pour l'intelligence artificielle à la mesure où je peux pas avoir de fascination pour un algorithme quel qu'il soit. Un algorithme, c'est une conception, une abstraction de l'esprit. On a le droit hein, d'être d'accord, d'être en désaccord, mais ça reste comme un modèle mathématique. Donc, je ne peux pas être fascinée par un modèle de mathématiques. Voilà, voilà, ça fait pas partie de moi. Ah, je sais pas, Mais quand il y a des scientifiques très passionnés qui sont fascinés par le oui, pattern mathématique de la répartition des poils sur un kiwi, alors on pourrait être fasciné par l'algorithme. oui, 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 mais ouais, je me fascine plus d'un beau coucher de soleil ou voilà ou de la nature, que voilà. Ok.
Et tant est-il que si on parle vraiment de problèmes sociétal, je crois qu'il y a 2 choses qu'on peut mettre d'abord dans le débat public pour, justement, que le citoyen puisse en réapparaître. D'abord, c'est le problème des biais de données qui sont bien connus et qui sont connus jusqu'au niveau du Parlement européen puisqu'ils font partie finalement de ce qu'on appelle l'AI Act, donc la réglementation européenne sur l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on n'a pas de réponse, on n'a pas de méthode pour supprimer ces biais. Alors, la question des biais, elle est extrêmement importante puisque c'est elle qui va conditionner finalement ce, l'apparition de certaines inégalités, de certaines discriminations. Et notamment dans mon livre, je cite le secteur de l'emploi, de la justice, de l'éducation, de la santé, puisque à chaque fois qu'on retrouve des systèmes biaisés, apparaît également des discriminations au sein même finalement de notre société et qui touchent, qui plus est, les classes minoritaires. Donc ça accroît finalement de la pauvreté à la pauvreté et ça catalyse finalement tout ce que notre société tente de gommer. Et je pense que ça, c'est un véritable problème. Et aujourd'hui, on n'a pas de réponse pour pallier à ça. Et il n'y a pas de volonté non plus politique pour lever justement autour de ces questions, pour lever ces questions. Après, concernant, on va dire, l'IA dans un cadre professionnel. Moi, je pense que il peut y avoir de bonnes choses, notamment on peut imaginer des assistants thérapeutiques pour les médecins, on peut imaginer des assistants juridiques, et cetera. Mais là, en fait, où est le piège, c'est de penser finalement que l'expertise serait modélisable et que finalement l'être humain serait remplaçable. Et je crois que là, on est dans un piège, c'est un piège tendu. Moi, je vois j'entends beaucoup de citoyens qui me disent: «Ah mais de toute façon aujourd'hui avec ChatGPT, j'ai plus besoin d'un avocat». C'est faux. Il y aura ChatGPT ne pourra pas venir le jour d'un procès. ChatGPT ne pourra pas plaider. Alors on peut imaginer: «Oui, mais demain on aura des robots et cetera». Non, ça va plus loin que ça. Il y a une relation entre 2 humains, comme entre un médecin et son patient, entre un avocat et son client, qui transcende finalement la technologie. Et je pense que dans une société de plus en plus, encline à la fascination technologique, où on pense finalement qu'on a le droit on peut tous se remplacer, et cetera, par des algorithmes d'optimisation et de scoring. Je crois que, c'est un piège et qu'il est bon, il est important de réaffirmer qu'on ne peut pas remplacer un être humain, qu'un être humain dans sa complexité n'est pas remplaçable, n'est pas modélisable et que tout le dogme autour du transhumanisme reste finalement une idéologie et c'est à la société de répondre, enfin, c'est à la société de savoir si elle souhaite aller là-dedans ou non. Voilà. Quand tu dis là-dedans, c'est-à-dire dans Dans une cette piste où en histoire gros il y a une oui, post-humanité où on remplace l'humain. oui. D'accord. Exactement. Dans cette, post-humanité finalement où l'être humain serait, purement augmenté, où le cerveau finalement, serait, voilà, où les capacités cognitives, la mémoire et cetera, ce qui fait finalement l'être serait modélisable et transférable finalement dans une espèce de boîte noire. Moi je ne crois pas que ça soit, je crois pas qu'un être humain se réduit à un jeu de données aussi complexe, soit-il. Je crois que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça et que, et que voilà. Alors, moi, j'ai l'habitude d'être ouvert d'esprit, tant sur l'école qui dit bon, l'humain n'est pas modélisable, que sur l'école qui dit bon, bah non, mais ça n'est que de la donnée. Mais du coup, je me permets une question. Est-ce que, du coup, là, toi, ce qui te préoccupe le plus en termes d'éthique, est-ce que c'est plus le fait que beaucoup de gens croient que on puisse modéliser l'humain simplement avec une grande quantité de données euh, en oubliant qu'il y a des complexités qui ne sont pas accessibles et modélisables scientifiquement, ou est-ce que ce sont les conséquences du projet de société derrière? Alors je pense que c'est un peu les 2 parce que, ce que j'ai pu remarquer pendant la période covid notamment, je parlais par exemple du modèle de Niels Ferguson autour du confinement qui a conduit à confiner, 67 millions de Français. On a cette idée que la simulation, finalement, le domaine de la simulation numérique pourrait finalement remplacer la vraie vie. Que la vraie vie
et modélisable. Comme si on était finalement des Sims. Ben non, c'était pas le cas. Je veux dire, dans la réalité, on n'est pas, l'être humain n'est pas aussi prévisible, qu'il peut paraître. Et je pense que cette ère du temps, finalement, il y a eu moi, quand j'ai fait ma thèse, on me disait, «Le secteur de demain, ça sera la simulation, la simulation, la simulation». On en buvait à voilà et j'ai fait moi-même ma thèse là-dedans, mais pour autant, on voit très bien les limites. C'est-à-dire que, un être humain, dans sa façon d'être, dans sa façon d'interagir, dans sa façon d'exister, ne se réduit pas à quelques champs, à quelques colonnes. Et ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Et c'est ce qu'on a essayé de nous faire croire pendant le confinement, en nous disant finalement, si vous ne sortez pas dehors, si vous n'allez pas dans les magasins, si vous faites pas ceci, si vous faites pas cela, il y aura plus d'épidémie, on vous le promet. Ben non, en fait, ça marche pas. Ça marche pas et c'est pas possible. Donc, cette envie finalement de tout réduire à un jeu de paramètres avec plusieurs un jeu d'équations avec plusieurs paramètres, ça fait partie de l'intelligence artificielle. C'est inhérent finalement à la modélisation même de l'intelligence artificielle. Et hem et cette optique, cette vision, elle va dans le sens du dogmatisme autour du transhumanisme. Ça fait partie, c'est l'essence même du transhumanisme, de réduire finalement, l'être humain à ça. Mais derrière, ce qui se cache derrière cette idéologie, c'est aussi les aspects totalitaires. Puisqu'à un moment donné, quand on dit finalement, quand on affirme que l'être humain finalement il y a des êtres humains qui sont essentiels, comme on a vu les commerces essentiels et non Oui, essentiels, la violence du qualificatif, oui. on met des échelles en fait, au niveau de la vie. On met des échelles en se disant: «Beh, cette personne-là, finalement, sa vie compte plus que d'autres» et cetera. Et c'est d'ailleurs tous les, toute l'idée finalement du discours aussi de Laurent Alexandre quand il arrive devant à Polytechnique à Paris et qui dit: «Mais de toute façon, demain, il y aura les inutiles, il y aura les gilets jaunes, regardez, ils servent à rien et puis il y aura vous, l'élite, ceux qui pourront faire de l'IA, ceux qui pourront repenser le monde». Et C'est vrai. je trouve ça Mais terrible. je sais toujours pas ce que je pense de Laurent Alexandre. Je serais ravi de l'interviewer un jour, mais parce que il y a des interviews où il dit bah écoutez, on peut être spécialiste du nazisme sans être nazi. Je suis spécialiste du transhumanisme sans pour autant l'être. Mais en même temps, c'est vrai que ça en a le goût, l'odeur. Enfin, en tout cas, Ouais. il y a une espèce de transhumanisme exalté qui semble poindre derrière tout le discours. Oui. Ah mais complètement et puis quand, il passe devant Michel Onfray, par exemple un dimanche soir et qu'il dit: «Mais de toute façon demain on va mettre des puces dans le cerveau des enfants qui seront pas assez intelligents». Alors comment est-ce qu'on définit, l'échelle, d'intelligence d'un enfant? Est-ce qu'un enfant peut être extrêmement mauvais à l'école, mais extrêmement doué pour faire autre chose? Et il y a plein de personnes très douées dans plein de domaines. Je peux dire, on ne définit pas d'abord les mots. Quand on ne définit pas les mots, quand on ne pose pas, on va dire les bons termes sur ce que veut dire ou pas, telle chose, telle entité, ça c'est le début finalement de certaines dérives totalitaires. Et je pense que dans sa vision, lui, il porte vraiment, le totalitarisme en lui. Et moi, je le dis sans aucun, Mhm. voilà, sans aucun détour, hein. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a, cette idée que, on peut utiliser l'IA pour des secteurs professionnels, pour le juridique, pour la santé, pour l'éducation, accompagner par exemple certains professeurs à enrichir par exemple leurs cours et cetera. Mais tout en gardant à l'esprit que ça doit rester avant tout un outil, mais un outil, hem, qui peut à tout moment, manipuler la personne et lui faire prendre finalement une voie, heu, qui ne serait pas forcément la bonne. En tout cas, finalement, contraire à ses valeurs. C'est ce que et je pense que ça, aujourd'hui, dans notre époque, je pense que c'est très difficile à garder à l'esprit. M'autorises-tu du coup à ouvrir deux boîtes de pensée, deux écoles de pensée, puis je serais ravi d'avoir ton avis là-dessus. Donc, en éthique, bon, moi j'ai une tendance libertarien cynique personnellement, mais pas forcément parce que je me pense libertarien. Plus je réfléchis à la question, moins j'ai d'avis, mais
disons que j'ai un énorme scepticisme quand j'entends des gens me parler de régulation de l'IA par des instances centralisées comme l'Union européenne, parce que j'ai un peu la même vision que ce que les libertariens ont des armes à feu, à savoir que, bah, oui, c'est pas rassurant quand tu as un voisin alcoolique avec un fusil qui fait n'importe quoi à côté de toi, mais dans l'histoire de l'humanité, la plupart des crimes par arme à feu ont été commis par le truchement d'appareils gouvernementaux. Donc du coup, j'aime bien la citation qui dit, oui, bah, si les armes sont en libre accès, nous aurons parfois des tragédies. Si elles ne sont pas en libre accès, nous aurons souvent des génocides. Et c'est vrai que souvent, une population désarmée, quand un gouvernement se met à péter un plomb, les gens sont quand même mal barrés. Et j'ai un peu, moi, cette vision avec l'IA quand j'entends parfois des gens de l'association POSIA dire, ah oui, ce serait bien. Enfin, il faut surtout pas mettre les modèles en open source pour pas qu'on puisse les étudier parce que des gens malveillants pourraient s'en servir et faire du mal. Et souvent, Maxime Fourne de l'association POSIA, que j'espère interviewer un jour, dit, ah bah oui, mais regardez, il y a des gens qui ont réussi à faire une bombe atomique une fois dans leur jardin. Il y a un gars qui a fait un petit réacteur nucléaire, donc c'est bien la preuve qu'il faut pas mettre en open source les réacteurs nucléaires. Oui, mais qui sont les pays régulateurs de l'arme nucléaire et qui sont les entités qui ont lâché des bombes atomiques sur des civils ou irradié des zones pour faire des essais? Et moi, j'ai un peu cette inquiétude vis-à-vis de l'IA parce que tu parlais de l'IA Act européen. Ouais. Il y a des niveaux de risque et donc bon, il y a le niveau de risque inacceptable est interdit, mais seulement pour le secteur privé. Donc ça interdit la biométrie et la reconnaissance faciale, mais ok pour le secteur privé, mais le secteur public va pas s'en priver. Enfin, que penses-tu de cette école de pensée j'ai un conflit d'intérêts parce que c'est la mienne, mais qui consiste à dire non, la gouvernance centralisée pour réguler les dangers de l'IA et le remède est en fait pire que le mal, quoi. Que penses-tu de cette première école de pensée? Moi, je pense que, c'est pas une question de tellement de régulation. Je pense qu'il y a, derrière la régulation, il faut savoir d'abord qu'est-ce qu'on régule et pourquoi on le régule. Qu'est-ce qu'on régule? Alors, est-ce qu'on régule les modèles? Est-ce qu'on régule la façon dont ils sont commercialisés, la façon dont ils peuvent être revendus avec les jeux de données, par exemple, des citoyens, et cetera? Est-ce qu'on régule la façon où, enfin, l'endroit stratégique où ils sont déployés? Par exemple, sur des clouds aux États-Unis, et cetera. La question de ça, déjà, elle n'est pas posée. Donc, si on ne pose pas les questions, enfin, si on ne pose pas d'abord les choses, qu'est-ce qu'on veut réguler? Ensuite, il y a la régulation en elle-même. Moi, ce que je vois dans la Act, c'est finalement une espèce une tranche démentale avec plein de trous. Il y a des zones de recherche, il y a des zones grises autour de la recherche. Donc là, finalement, on peut faire tout et n'importe quoi. Tout est open bar, comme on dit. Et cette idée de dire aussi que finalement le niveau de dangerosité serait estimé par les personnes qui conçoivent, c'est être un peu juge et partie. Voilà. C'est comme si Assurément, bien sûr. un fabricant pharmaceutique, est-ce que votre médicament a des effets indésirables? Il va vous répondre non. Non, non, tout va bien, il est magique. Prenez, c'est de la poudre de perlimpinpin, vous serez beau et vous serez en bonne santé. Mais Voilà. tu parlais du Covid, moi c'est un truc que j'ai toujours trouvé hallucinant là sur les dernières années, c'est-à-dire que par exemple je vois beaucoup dans les milieux zététiciens, donc des gens qui sont plutôt tenants d'un certain esprit critique, ce sont des gens qui ont tendance à honnir les études euh, sur le réchauffement climatique en considérant par exemple qu'il y a un conflit d'intérêts si elles sont produites par un pétrolier, ok très bien, mais qui par contre acceptent vraiment à genoux et sans confession les études sur les OGM produites par Monsanto, enfin, feu Monsanto qui n'existe plus, mais ou du coup les études produites par Pfizer ou Moderna. Et j'ai l'impression que c'est plus de manière sociologique qu'ils ont un deux poids deux mesures. Et bon, on pourrait dire, selon qu'on est plutôt de tel ou tel bord politique, on fait un deux poids deux mesures qui s'applique d'une autre manière. Mais ça m'a toujours fasciné ça. Oui, de toute façon, je pense que c'est dans l'air du temps finalement, hein, c'est-à-dire que sur les sujets qui fâchent, on peut se permettre de faire ce qu'on appelle même du cherry picking, c'est-à-dire pour essayer de coller de prendre certains articles qui nous arrangent en nous mettant finalement toute la littérature à côté, hein, voilà, on retient ce qu'on a envie de retenir pour essayer de coller à une narration, à une espèce voilà, de messages gouvernemental, pardon, qui va demain, d'ailleurs, grâce à Emmanuel Macron, labellisé, hein, voilà, on va mettre, des labels
voilà, lui, il dit juste, il dit bien, c'est bien, il pense bien, et puis lui, il pense mal, donc lui, on lui met une étiquette rouge. Oui, oui, j'ai vu ça, oui. Mais c'est le problème, c'est que quand on a un président qui en est à gonfler son propre biceps avec Photoshop sur son propre compte Instagram, est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance pour réguler l'information et même si d'ailleurs il n'avait pas fait cela, serait-il légitime à réguler l'information? Moi j'ai tendance à penser qu'absolument pas. Mais ouais. Je crois qu'aujourd'hui, de toute façon, enfin, on risque un peu de s'écarter, mais je pense très fortement qu'aujourd'hui, il n'est légitime de rien, en fait. Quand on passe avec moins de 22% à une présidentielle et quand on se fait huer de la sorte pendant les Jeux Olympiques ou à tous ces déplacements, je crois qu'on est légitime de rien. Oui, ça me rappelait un peu l'ambiance émotionnelle qu'il y avait quand George Walker Bush rentrait dans un stade après le 11 septembre et les premières guerres en Irak et en Afghanistan. Enfin, les premières. Les premières après le 11 septembre, parce qu'il y en a eu d'autres. Mais oui, il y avait des vibes comme ça. Mais bon, pour rester sur le sujet de l'intelligence artificielle, c'est Oui. quand même intéressant de voir qu'il y a une obsession de la régulation et que cette obsession de la régulation n'est pas vraiment entre les mains de gens euh, qui ont à cœur les intérêts ou qui ont l'incitatif économique pour avoir à cœur les intérêts de la populace qui, elle, va subir la régulation, si je comprends bien. Ben tout à fait, c'est-à-dire que de toute manière, on n'a pas, ce qui avait été demandé alors ce qui transparaît dans la IACT et moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose, hein, ce sont des audits faits par des cabinets indépendants. Dans la réalité, il y a pas de cabinet d'audit indépendant, il y a pas d'audit tout court, il y a pas de structure qui existe et qui est prévue pour, qui sont prévues pour. Donc finalement, on risque d'aboutir, à des systèmes de plus en plus, performants, mais qui risquent aussi de prendre des décisions qui ont de plus en plus un impact sur le quotidien des Français, sans moyen finalement de pouvoir porter en cas d'erreur, en cas enfin, de porter l'affaire devant un juge. Parce que notamment la question de la responsabilité, qui est responsable en cas d'erreur quand une IA se trompe? Ben, personne. Cette question-là n'est absolument pas adressée. Ah, Là, ils ont finalement, pas du tout parlé de ça dans l'IACT, non, dans les absolument discussions. pas. La question de la responsabilité n'est absolument pas adressée et si bien que, en fait, l'IACT, dit, justement qu'on doit, ce sera finalement les juridictions nationales qui devront, porter cette question, au sein même, voilà, de leur institution. Mais, il y a eu des procès déjà aux États-Unis par rapport notamment aux voitures, autonomes, hein, des voitures qui ont écrasé des piétons. À chaque fois, ça a été les utilisateurs qui ont, qui se sont retrouvés en prison. Alors, Donc, même pas le constructeur, mais la personne qui possède la voiture. et là, en fait, où se pose également une question primordiale, c'est que les règles d'éthique, les règles morales, sont guidées, enfin, sont dictées, pardon, même pas guidées, dictées par ces entreprises qui développent les IA. Je prends dans mon livre l'exemple du trolleybus, le trolley problème. Vous êtes à bord d'un train, vous avez 2 voies et dans une première voie, vous écrasez, 4 personnes, dans une deuxième voie, vous écrasez qu'une seule personne, laquelle vous devez choisir? Avec une voiture autonome, vous avez un problème, vous avez un danger, est-ce que la voiture doit écraser le piéton ou est-ce que la voiture doit vous jeter contre un mur? Et ça, c'est une question éthique, c'est une question qui est profondément sociétale. Et qui est chiante, la réponse n'est pas facile. Absolument pas, la question n'est, c'est, voilà, mais ce sont les sociétés qui dictent la règle. Ce sont ces sociétés-là, pardon, qui vont dire: «Je vais choisir telle option et pas telle option». Voilà. J'eus vent à un moment de sondages qui avaient été faits auprès de nombreux utilisateurs de divers pays et notamment ce que j'avais retenu à l'époque, c'est que bon, les Canadiens étaient assez uniformément proches du credo bon bah tu me jettes dans le mur, tant pis, mais je vais pas écraser un innocent, alors que les Chinois étaient plutôt dans la logique de mais c'est ma putain de voiture, donc en fait tu m'écrases tout ce beau monde et même si c'est une femme enceinte qui porte un chiot, tu l'écrases. Et que entre les deux il y avait tout un spectre et que donc bon d'un pays à l'autre Oui, est-ce que tout à fait. t'avais eu ces sources là aussi toi de ton côté?
Alors moi, j'avais pas eu enfin, j'avais pas regardé, enfin, j'avais pas étudié, la question, mais c'est vrai qu'il y a une dimension, on va dire, civilisationnelle, hein, qui est importante, et c'est pour ça que ce débat-là, il est profondément, sociétal. Heu, Peut-être qu'il y a pas de réponse, tout simplement, parce que la question est peut-être mal posée, heu, je pense. Mais, tant est-il que ces choix-là, les choix, par exemple, de, garder certaines surreprésentations dans les jeux de données. Je parle, par exemple, au niveau de la santé, les systèmes sont entraînés sur un corps normatif, normalisé. Le corps, par exemple, d'un Européen blanc, voilà, 30 ans, en bonne santé et cetera, ou qui va développer telle ou telle pathologie. Mais si on prend, par exemple, il y a une étude notamment sur les cancers de la peau qui Ouais, estimait que finalement, à cause de ce problème-là, à cause de ce biais-là, on avait des taux d'erreur qui pouvaient monter jusqu'à 50 pour la détection de mélanome. Donc et c'est ça le problème, en fait. C'est-à-dire qu'on a une vision qui reste extrêmement étriquée et cette vision étriquée, finalement, de l'être humain, hem, rejaillit dans les données qu'on utilise pendant les phases d'entraînement et de validation des modèles. Et tant qu'on est, finalement dans ce cercle un peu vicieux, on ne peut pas, se sortir, voilà, c'est un peu le chat qui se mord la queue, quoi. Et il y a eu notamment une étude de Stanford qui a été faite en mai 2025 qui a estimé que plus de 99 des IA entraînées concernant la santé possédaient des biais de données, qu'ils soient culturels, qu'ils soient, sociétals, des biais de données, par exemple, liés au genre et cetera. Donc 99 c'est juste énorme. oh la vache. Heu Oui, non, et mais déjà, avec 5 ou 10%, on serait déjà en train de serrer les on fesses, là, aurait il y enfin, a problème. ça veut pas dire qu'on aurait tout arrêté, mais on aurait peut-être, pris le résultat avec plus de pincettes, heu, qu'il n'y paraît. Parce que, il y a, je pense, toute une catégorie de professions qui sont pas formées à ces questions et qui risquent de prendre finalement pour argent comptant, la probabilité d'une IA pour la mettre au même niveau qu'une probabilité de 100. Une IA va donner une probabilité, par exemple, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, 53. 53, ça reste 53. 53, c'est pas 100. Voilà, Oui, mais même 98, ce serait pas 100 d'ailleurs, si on voulait aller par exactement. là. Mais il y a aussi dans certaines professions, cette culture de, d'une non enfin, un manque de connaissances, un manque de sensibilisation, lié justement à ces questions et là, en fait, où risquent de se poser des problèmes majeurs, c'est par exemple si des professionnels tendent à croire finalement, à surcroire ce que, l'IA leur dit. Alors, bah, ça nous amène idéalement à notre seconde boîte de pensée, du coup, qui est une approche beaucoup plus utilitariste et finalement avec très très peu de respect pour l'individu, mais une grande résilience civilisationnelle sur long terme. Je pense notamment au modèle chinois, c'est-à-dire qu'ils ils sont dans une forme d'isolationnisme justement en disant on ne veut aucun LLM Oui. euh, Mmh. entraîné sur des données occidentales. D'ailleurs, la Russie est un peu comme ça aussi. Quand j'étais en Russie là, la dernière fois, l'année dernière, ChatGPT n'était pas autorisé, on n'y avait pas accès, Netflix non plus. Enfin, il y a la logique de dire on protège notre civilisation des psy-ops de la propagande et compagnie. Mais la Chine a même une approche utilitariste qui va jusqu'au bout en disant en fait, peu importe ce qu'en pensent les individus, et à la limite, la Chine commence déjà à avoir des couronnes de focus. Je ne sais pas si tu as vu ce genre de truc, mais en gros, c'est testé dans certaines écoles où en gros l'IA repère en fait en gros quels sont les patterns d'ondes cérébrales en supposant de manière probablement naïve au niveau des neurosciences que telle onde cérébrale veut dire que le gamin est concentré et que sinon il apprend pas. Et du coup, à la fin, les parents, sur leur appli, ont un compte-rendu qui leur montre quel était le niveau de focus des enfants à la fin de la... Ah oui, je sais, non, mais moi aussi, là j'étais... là, je pense que même un transhumaniste américain un peu exalté, il trouverait que c'est un peu abusé. Mais du coup, voilà, que penses-tu du coup à l'inverse de ce modèle chinois qui dit, bon, bah, en fait, concrètement, on- foin de considération éthique. De toute façon, quoi qu'il arrive, ce qui compte, c'est la résilience du système sur le très long terme, et tant pis pour l'individu.
Oui, alors moi, je suis pas du tout fan, du modèle chinois, parce que c'est tout sauf, finalement, la liberté fondamentale qui, à mes yeux, voilà, sont, enfin, reste la chose la plus importante. Moi, je suis une amoureuse de la liberté, je peux pas, Oui, oui. concevoir le modèle chinois comme un exemple pour, voilà. Après, penser que finalement, les individus vont malheureusement, se montrer résilients et vont s'incliner. On vit une époque finalement où il y a beaucoup de lassitude, je pense, dans la population, de par d'autres problèmes, de par les problèmes économiques, de par les problèmes politiques, de par les problèmes géopolitiques également, de par cette espèce de peur également cultivée au sein du débat public, au sein même de la propagande gouvernementale. Il y a un jeu manipulatoire qui est, de plus en plus présent et je pense que les individus sont lassés de tout ça. Donc, oui, elles peuvent pas, à un moment donné, ils peuvent pas non plus, remettre en cause finalement certaines choses, se battre pour, certaines choses, ça demande énormément d'énergie, ça demande énormément de patience également et de résilience envers soi-même. Mais, c'est pour ça que je crains finalement que les individus, que la société abdique à cause d'autres questions beaucoup plus prenantes. Et c'est justement quand on voit pas les choses arriver et quand on regarde, c'est comme en magie, hein, on regarde un chiffon rouge pendant que derrière, finalement, il est en train de nous prendre le portefeuille ou autre chose. Donc c'est un peu la même chose et malheureusement, quand les problèmes seront là et seront trop présents, il y aura pas de retour en arrière possible et moi, c'est ce qui me fait le plus peur, en fait, aujourd'hui. Oui, et le Voilà. problème, c'est qu'après, ça créera une civilisation qui est tellement accoutumée à ce genre de choses qu'ils n'auront même pas l'idée de se demander, tiens, mais est-ce qu'au fond c'est normal est-ce qu'au fond c'est acceptable, bien sûr. Oui. Et- C'est ce qu'on a vécu un peu pendant les gilets jaunes, hein, finalement, hein. Beaucoup se sont battus, pendant des mois et j'en ai fait partie. Mais au bout d'un moment, manifester tous les samedis, faire face aussi à des cohortes de Black Blocs et puis derrière des fous du casque, en train d'aller, voilà, tirer des flashballs, on se lasse oui, et au bout d'un moment, on arrête. oui, Et oui. hem et je pense qu'on est en train de vivre, peut-être, alors moi j'ai espoir quand même parce qu'on voit de plus en plus un espèce de regain de confiance et d'énergie là. Je pense que les Français sont un grand peuple, mais pas que les Français, je veux dire à travers les pays occidentaux, il y a cette envie quand même de pouvoir, finalement, survivre, on a toujours survécu au je sais pas, voilà, les Gaulois ont survécu à l'invasion romaine et cetera. Enfin bon, donc je pense que c'est pas perdu, mais ça risque peut-être de prendre du temps et que les personnes qui oseront dire les choses seront profondément en marge jusqu'à ce que ces choses-là deviennent des évidences. Voilà. Oui, ça peut être compliqué. Et alors, je voudrais revenir sur un truc que tu as posé euh, tout à l'heure. Tu parlais d'audit et de cabinet indépendant. Tu pourrais nous expliquer la procédure d'audit, en tout cas celle qui est affichée officiellement sur ce que c'est qu'auditer les risques de sécurité pour la Alors Commission européenne? c'est assez, alors, dans la IACT, hein. C'est assez vague puisque finalement, l'IACT, dans un article donc estime que, justement il faut donc des missions d'audit réalisées par des cabinets indépendants pour pouvoir, s'assurer que, par exemple, certains modèles n'ont pas de biais de données et cetera, ou alors, la présence enfin, estimer le taux de faux positifs et faux négatifs dans les modèles et cetera. Mais il y a pas de procédure précise qui est détaillée. Il y a pas non plus, de mise en place de structures à la fois juridiques ou financières qui permettraient notamment de pouvoir, s'assurer que, enfin, en tout cas, de créer finalement des structures qui seraient, adéquates. Et c'était un peu le rôle de la Commission européenne de le faire, mais finalement, elle ne l'a pas fait, hein, voilà. Et c'est pour ça que, pour le moment, il y a rien, en fait. Et on a un peu vu, par exemple
si on prend le système de reconnaissance faciale qui a été déployé à Paris pendant les Jeux olympiques, il n'y a pas eu d'audit de ces systèmes qui ont été réalisés en amont. Ah ben non, c'est le gouvernement, on a le droit. Non, on n'a pas le droit. Mais Bien pour sûr. autant, c'était prévu. C'était prévu dans l'AI Act. Si bien que l'article dit même qu'avant tout déploiement de l'intelligence artificielle dans l'espace public, on a le droit, les citoyens, même, il y a même, je crois même la question du devoir de réaliser un audit des systèmes par ces cabinets indépendants. Il n'y a pas eu, il n'y en a pas eu. Et aujourd'hui, on nous parle d'un déploiement à large échelle, à travers le territoire pour des questions de sécurité, etc. Mais là, c'est pareil. Il n'y a pas d'audit, il n'y en aura pas. Donc, on ne pourra jamais. Enfin, il faut comprendre qu'aux États-Unis, il y a eu des situations ubuesques à cause de ces systèmes de reconnaissance faciale. Mmh. Il y a eu notamment, moi je prends le cas par exemple dans mon livre, ça reste un cas parmi d'autres, hein, une femme enceinte qui a été envoyée en garde à vue pendant 48 heures. Ils croyaient que cette femme avait fait un vol à l'étalage dans un magasin. Et ils se sont donc, l'intelligence artificielle avait dit ah c'est elle, c'est elle, c'est elle. Et quand donc elle a dit non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Et puis quand donc elle a exigé à ce que les caméras de vidéosurveillance donc qui avaient filmé les scènes, donc elle a exigé, son avocat a exigé que ça soit revu, enfin visionné par les policiers. Ils se sont rendus compte que la Heureusement. femme qui avait volé n'était pas enceinte. Elle était enceinte de 8 mois. Donc mais c'est ça qui est complètement ubuesque, en fait. Donc on peut en arriver là. C'est-à-dire que vous pouvez demain avoir les gendarmes qui viennent chez vous en vous disant: «Un algorithme vous a reconnu, vous avez tué telle personne, vous avez volé ça et c'est pas vous». Voilà. Tu sais, ça me fait penser à je crois que c'était en Grande-Bretagne, ce cas, tu sais, euh, d'une femme qui a eu 2 morts subies du nourrisson à la suite. Et donc, du coup, bah, évidemment, le réquisitoire contre elle semblait cousu de fil blanc. C'est-à-dire, l'idée, c'était de dire, bon, bah, écoutez, quelle est la probabilité d'une mort subite du nourrisson? Bon, bah, et ensuite, quelle est la probabilité d'une autre mort subite du nourrisson? Bon, bah, c'est extrêmement rare. Il a fallu que des statisticiens leur expliquent qu'en général, ce qu'il faut, c'est faire la contraposée, c'est-à-dire de dire non, c'est sur des millions de femmes britanniques, quelle est la probabilité qu'il n'y ait pas de mort subie du Oui. nourrisson à la suite? Bah non, en fait, l'événement rare, ce serait que ça n'arrive pas une fois de temps à autre. Et donc, elle a été innocentée après, mais euh, Nassim Nicolas Taleb, comme ça, qui dit c'est incroyable, je suis très inquiet à l'idée que mon destin médical ou juridique soit entre les mains de gens qui ne comprennent pas les probabilités conditionnelles et Oui. avec des gens qui n'ont même plus besoin d'être statisticiens puisqu'il n'y a plus qu'à donner à l'IA l'info, oui, ça peut être pire. Et vas-y, continue, pardon, tu allais dire quelque Non, chose. non, mais je t'en prie, non, non, je t'en prie. Et alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que bon, tu parles même d'IA un petit peu à l'ancienne, enfin à l'ancienne, disons, en tout cas, pas que d'IA générative. Dans le cadre de l'IA générative, est-ce qu'il y a des choses supplémentaires qui t'inquiètent de ce côté-là? Je t'avais entendu parler du fait qu'il y avait un abêtissement au niveau cognitif à ce niveau-là. Est-ce que ça, tu veux bien nous en parler? Oui, oui, c'est ce qu'on constate de toute manière, hein, un abêtissement et puis surtout des apprentissages, hein, moi je le vois quotidiennement hein, dans mes cours. Alors, pas tous mes étudiants, mais certains des étudiants utilisent les IA génératives pour coder, etc. Et moi, en tant que donc moi je travaille dans l'informatique et pendant un petit moment, j'utilisais ces IA génératives pour voilà coder un peu à ma place, on va dire. Parce que, il y a des moments où on n'a pas toujours le temps et cetera. On se rend compte qu'on perd très, très vite. Donc si on continue, enfin, c'est un peu toujours la même chose. Donc il y a ce risque-là finalement de transférer finalement un espèce enfin même de supprimer un savoir-faire, heu, qui a pu être acquis par exemple, au fil des années, de façon très rapide et ça, c'est un véritable danger. Alors déjà que nos étudiants, déjà que je pense qu'il y a toute une jeunesse qui ne se rend pas compte du tout de ce que des risques inhérents à la technologie, mais en plus de ça, qui vont toujours dans le sens d'aller plus vite, toujours plus fort et cetera, un risque, fortement de se retrouver, très, très vite, dépassés, en fait. Hmm. Et une génération qui est totalement dépassée par la technologie, c'est une génération également, hem,
enclines à une dictature technologique. Oh bah, ils voteront ce qu'on leur dira de voter, c'est sûr, oui. Exactement. Je me permets de faire l'avocat du diable quand même pour avoir ton avis là-dessus. Est-ce que c'est différent des gens qui maintenant utilisent, je ne sais pas, Cursor ou Codex de ChatGPT pour coder plutôt que d'écrire leur code proprement, indenté, commenté, etc. par rapport à la génération précédente qui parfois allait piquer des bibliothèques sur GitHub parce qu'elles marchaient pas mal. Je Ouais. confesse que moi, ça m'arrive de développer en piquant du code sur GitHub d'autres personnes parce qu'il est bien, il est élégant. Oui, 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 mais quand on fait ça, quand on va, par exemple, prendre des bibliothèques, récupérer des API, et cetera, on a tendance quand même à regarder la documentation, à essayer de C'est vrai. regarder quand même, alors que là, c'est du copier-coller finalement. C'est un contrôle-C, contrôle-V et on ne sait pas réellement ce qu'on copie-colle. Donc bon, après, il y a des enfin, moi, je parle en tout cas pour les études enfin, pour des étudiants. Alors moi, quand j'ai eu affaire à coder avec, ChatGPT, des fois, je m'en sers pour, par exemple, pour débugger et cetera, parce que ça va plus vite que parfois aller sur des forums. Là, j'ai tel problème et cetera. Bon, mais ça reste une approche, on va dire, encyclopédique, de renseignements, d'informations. Là, les étudiants qui font simplement du copier-coller sans essayer de comprendre ce qu'ils font, malheureusement et ça les avance à rien et moi, ce que je trouve assez paradoxal, je suis vraiment une amoureuse de la technologie, enfin, j'ai allumé mon premier ordinateur, j'avais 11 ans, c'était il y a enfin voilà, j'en ai 45 donc voilà. Mais on est quand même le seul métier qui inventons une technologie pour se faire remplacer. Donc je trouve ça quand même relativement paradoxal et ubuesque. J'ai pas il y a pas très longtemps, j'ai discuté, lors de la soutenance de thèse de mon doctorant avec, une personne qui travaille dans les studios d'animation à Angoulême et qui me disait: «Mais de toute façon, moi, avec l'IA, je suis en train de vouloir changer de métier parce que d'ici 3 4 ans, je pense que j'en aurai plus». Je lui dis: «Mais vous allez faire quoi?» Il me dit: «Bah, je pense que je vais aller m'orienter sur des métiers à la personne» et c'est vrai, il a raison parce que finalement, tous ceux qu'on a longtemps méprisés comme, par exemple, les plombiers, les artisans en disant: «Ouais, si tu es mauvais à l'école, tu finiras charcutier» et cetera. Enfin, Alors moi je je m'inscris tellement en ouais, faux face à cette connerie parce que le nombre ah de oui, jeux... mais complètement et moi, mes propres parents, c'est ce qu'ils nous disaient. Ils me disaient: «Enfin, vous avez intérêt à avoir des bonnes notes à l'école, hein, parce que sinon, bah, vous allez, voilà, vous retrouver, ceci, cela et cetera». C'est très méprisant, mais au final, ces personnes qui exercent ces métiers de service et qui le font très, très bien et qui le font avec passion et ben, ce seront eux, demain, les rois du pétrole et moi, je trouve ça fascinant et je trouve que c'est une parfaite revanche, finalement, d'une époque qui a toujours voulu aller qui a longtemps méprisé finalement le savoir-faire, le savoir avec les mains, les métiers manuels, et cetera, pour aller associer finalement les métiers intellectuels à, oui, à l'intelligence, et cetera. Alors qu'il y en a beaucoup dans les métiers intellectuels qui ne sont pas plus intelligents que leurs 2 pieds, excusez-moi du terme, parce que je pense que l'intelligence est loin de se réduire à un savoir, elle est aussi émotionnelle, elle est aussi, elle dépasse Oui, finalement et puis la culture masque un con facilement, si je puis dire. tout à fait. Mais finalement, ces personnes-là, moi, je suis très heureuse que demain, finalement, elles ne seront pas remplaçables par des IA et c'est toute la leçon finalement de notre société. Ça me fait penser à cette blague, mais tu connais la différence entre un doctorat de sociologie et une pizza? Non, je la connais pas Bah, par cœur. la pizza peut nourrir une famille. Non, mais c'est intéressant. En tout cas, moi j'ai des parents psychiatres, mais qui étaient très bricoleurs et qui aimaient beaucoup travailler de leurs mains. Donc c'est vrai que j'avais un père qui a toujours valorisé énormément le fait de savoir faire de la soudure, réparer les trucs lui-même, faire de la menuiserie. Donc ça m'a toujours plu, moi, de faire ces trucs-là avec les mains. Et une mère qui cuisinait divinement bien. Donc c'est jamais un truc qui m'a inquiété, mais c'est vrai que je trouve ça très amusant de voir la condescendance parfois du milieu académique face à Oui, des, ouais. surtout face à des gens qui peuvent facilement gagner 100 000 € par an si, s'ils travaillent sérieusement et qui savent gérer leurs affaires, parce que bah, de bons artisans, on en a besoin. Alors par contre, je me permets là encore, mais parce que c'est ma position là du coup d'intervieweur, mais que penses-tu du coup, pour nuancer ce que tu dis là sur le travail manuel, l'artisanat, que penses-tu bah, de l'entraînement maintenant massif de certains robots qu'on voit qui commencent à avoir de la motricité fine? C'est-à-dire, oui, les travailleurs à col bleu semblent être un peu moins menacés, mais
peut-être qu'ils gagnent Ouais. 5 ans par rapport aux travailleurs à col blanc, mais euh, n'as-tu pas l'impression que eux aussi vont voir leur métier profondément transformé, côté plomberie, pâtisserie et compagnie? Alors peut-être sur des tâches, on va dire, extrêmement, précises Mhm. et extrêmement redondantes, c'est possible. Mais si vous prenez par exemple, si on prend par exemple un pâtissier, ça se réduit pas juste à faire, on va dire, une crème ou ceci ou cela. Il y a aussi tout un aspect créatif, un aspect qui, je pense, est lié aussi à la sensibilité. Et je pense que c'est ça la véritable définition de l'intelligence. C'est ce qui est lié au sensible et non pas juste à une forme de, de savoir. C'est pas juste une recette de cuisine, en fait. Donc moi, je ne suis pas inquiète pour ces métiers et bien au contraire. Il y a peut-être après des aspects comme par exemple les couvreurs qui font des couvertures à la chaîne, etc., où là peut-être seront-ils remplacés par par des robots, mais là encore, ça ouvrira le champ des possibles pour s'occuper de tâches peut-être voilà, plus importantes. Voilà. Même À si mon on va par là, peut-être même dans ce cas-là euh, que la réflexion est quand même pas perdue non plus pour les milieux académiques, parce que finalement, pour l'instant, Mmh, je veux dire, épistémologiquement parlant, les IA actuelles ne génèrent pas de nouvelles idées. C'est juste qu'elles ont un niveau de compétence linguistique moyen qui est mmh, supérieur à la moyenne sur tous les domaines. Donc elles peuvent faire des croisements, des isomorphies, des ponts entre des oui. disciplines auxquelles on n'aurait pas pensé. Et elles peuvent générer de nouvelles idées comme ça, mais elles génèrent pas de nouvelles idées ex nihilo. En fait, mais les humains non plus. Il y a très peu, il y a très peu d'occurrences dans l'histoire de l'humanité de quelqu'un qui dit putain, je viens d'inventer quelque chose. Inventer l'arc et les flèches, inventer la roue, inventer un processeur, c'est quand même des trucs où c'est la plupart des humains vivent et meurent sans avoir inventé ça, mais du coup on peut supposer quand même que les humains encore ont pas dit leur dernier mot de ce point de vue-là non plus. Je dirais Non, moi. non, elles inventent rien, mais elles ont quand même une capacité à raisonner et on le voit notamment avec la nouvelle version de ChatGPT, la 5.1, il y a une capacité quand même à dans le raisonnement, de façon poussée et cetera, extrêmement modulaire aussi, qui reste voilà, moi je suis fascinée, hein, par ce qu'ils ont réussi à faire. Je pense que c'est une prouesse quand même technologique, hein, il faut pas le nier. Mais après, la véritable question finalement, est-ce que le process de création, s'arrête finalement à juste, rassembler des pièces d'un puzzle pour essayer d'en faire un nouveau? Je suis pas sûre. Le processus de création artistique, c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi lié à sa propre expérience subjective, sa propre expérience humaine de la vie et cetera et ça, une IA ne peut pas, ressentir, ne peut pas, douter, ne peut pas, voilà, il y a plein de choses que c'est pas possi enfin, qui sont impossibles pour elle, qui ne sont pas modélisables et je parle beaucoup dans mon livre également de la conscience artificielle il y a eu des tentatives, hein, de modélisation, de conscience, au niveau computationnel, toutes ont échoué parce que la conscience finalement est peut-être quelque chose qui nous dépasse nous-mêmes en tant qu'être humain. Passionnant, passionnant. Mais qu'est-ce que tu penses du coup des gens qui disent oui, mais en fait, à force d'augmenter la quantité de paramètres, on va finir par voir de manière émergente une conscience versus l'école de ceux qui disent non, si on voit une conscience arriver, euh, ce sera forcément parce qu'on a rajouté un autre truc au niveau technologique, mais pas juste en augmentant la taille des data centers. Alors certains parlent d'ordinateurs quantiques, puis il y a d'autres Mmh. gens qui disent ah non, c'est impossible parce qu'en fait la conscience est un phénomène acausal et épistémologiquement mal compris qui ne se résume pas à quelques désintégrations improbables à l'échelle des particules. Où est-ce que tu te situes, toi, là-dessus? Alors moi c'est tout mon discours, hein, dans mon livre IA illusion d'avenir. Moi je cite Roger Penrose, mathématicien qu'on ne présente plus, hein, Les qui dit microtubules, tout ça, tout ça. qui dit que la conscience n'est pas du calcul et je pense fortement que la conscience n'est pas du calcul. Parce que, derrière ce qu'on appelle la conscience, c'est pas juste un procédé biochimique, c'est pas juste une expérience cognitive, c'est, toute une multitude de choses, finalement, de phénomènes
aussi, de synergie, de synchronicité, de, de ressenti qu'on ne peut pas, en fait, simuler avec quelques équations et même avec, 1 000 000 de paramètres. Voilà. Je pen Après, c'est, aussi très théologique quelque part, parce que ça rejoint finalement, un peu la croyance, est-ce que, c'est comme si on pose la question à quelqu'un: «Est-ce que vous croyez en Dieu?» Je pense que la question elle est non, mais la question elle est fortement intrinsèque finalement. Hem Parce que quand on souhaite, enfin, quand on imagine que la conscience finalement est une entité, on va dire, modélisable et cetera, on lui donne une forme, on lui donne, pour la faire coller à une chose et peut-être que ça, voilà, c'est aussi la question, est-ce que finalement l'âme, ce qu'on appelle l'âme, serait modélisable? Moi, je crois pas. Tu sais, Voilà. ça me fait penser, alors là, je me permets, on arrive en fin d'interview, alors là, je vire côté ésotérique, mais dans la Kabbale juive, tu sais, il y a différents niveaux sur leur arbre de vie avec les différentes sphirotes, il y a des niveaux de complexité, et quand tu remontes sur le plus ineffable, le plus inaccessible pour les humains, c'est, enfin, l'un de ces niveaux-là, c'est ce qu'ils appellent Ein, mais Ein qui veut juste dire la négation, en mode, non, n'y va pas. Parce qu'à partir du moment où tu commences à prêter une propriété au vide, ça y est, tu as déjà dénaturé sa propriété. Le simple fait d'y penser te crée. Enfin, euh, le fait de vouloir le conceptualiser, le modéliser, fait déjà que tu en as dénaturé l'essence. Et quelque chose ça me fait penser un peu à ça, ce que tu dis là. Beh, c'est le fruit de l'arbre de la connaissance finalement dans le jardin d'Éden, hein, saisi par enfin, cueilli par Ève qui le donne à manger à Adam. Est-ce que finalement l'être humain est censé tout savoir, tout connaître surtout? Ça c'est une c'est une question en fait, qui rejoint celle de la foi. Je crois qu'il y a des choses qui doivent demeurer inexpliquées, qui restent inexplicables, parce qu'on n'a peut-être pas la capacité à les comprendre et à les recueillir en nous. Voilà. Oui, puis mais, le problème, c'est la manière d'avoir nos outils de collecte, finalement. Notre perception humaine crée des outils de collecte qui eux-mêmes, en fait, dénaturent tellement la chose que du coup, mais c'est intéressant dans beaucoup de traditions spirituelles. Souvent, tu vois que les gens disent tu peux essayer de faire des poèmes par rapport à l'expérience d'éveil, la transcendance que tu as éprouvée, mais tu ne pourras pas. À partir du moment où tu essaies de normaliser le truc, tu vas en faire une bouse cognitive, quoi. Et c'est comme ça que j'interprète aussi certains cultes musulmans qui disent représente pas Dieu parce que c'est le meilleur moyen, en fait, d'en De perdre la transcendance. Ouais. dénaturer, oui et aussi de voilà, de oui, parce que l'être humain ne peut pas en fait, se mettre à la place, alors ça c'est pareil, c'est une question de croyance, hein, mais l'être humain ne peut pas se mettre à la place de Dieu. Quand on croit en Dieu, on ne peut pas se mettre à sa place. C'est pas possible parce que sinon on ne peut plus l'appeler Dieu. En fait, il y a un espèce de paradoxe. Donc voilà. Après, pour revenir sur la conscience artificielle, ça rejoint un peu ce discours-là. Est-ce que finalement on est capable, est-ce qu'on doit représenter dans notre imaginaire, dans notre conscience, dans notre propre conscience, la machine comme finalement l'égal de l'homme? Si on lui donne une conscience, on lui donne aussi donc le même pouvoir qu'un être humain. Et ça, c'est une question qui est profondément spirituelle, je pense. Voilà. Passionnant, je te remercie beaucoup. J'ai Merci. j'ai passé un excellent moment. Merci, Est-ce que tu as envie de Paris. rajouter quelque chose? J'aime bien cette tradition piquée à d'autres podcasteurs qui consiste à laisser à l'invité le mot de la fin. Alors, euh, je te laisse le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, je vais dire simplement que dans mon livre, il y a un manifeste qui se trouve à la fin et qui est également visible sur le site sur le site illusionavenir.fr, que chaque citoyen peut télécharger, peut imprimer et peut envoyer, s'il le souhaite, aux élus. Voilà, il appelle à la vigilance active, il appelle à ce que les questions de fond soient levées et il appelle à ce que les citoyens puissent se réemparer du débat public autour de l'IA dans notre pays. Et donc voilà, j'invite tout le monde
à se saisir de ce manifeste. Voilà. Je te remercie énormément, Emma. Tout le Merci. monde, c'était Emmanuel Darle. Vous pouvez trouver son livre aux éditions Résurgence, IA, Illusion d'avenir, les dangers de l'intelligence artificielle, qui est sorti d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Et en plus, ça a été préfacé par un type que j'aime bien, qui est Jean-Dominique Michel, voilà, dont j'aime beaucoup le travail aussi. Merci beaucoup, Emmanuel. Gauthier.